Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Vous êtes députée de l'Essonne, députée de La République En Marche. Vous êtes, alors on appelle ça whip dans la tradition anglaise. Le whip, c'est le député qui fait régner un peu d'ordre dans sa commission, la commission des finances en l'occurrence. La France a confirmé cette semaine sa place de champion d'Europe de la fiscalité. Et la France va, dans le même mouvement, augmenter au 1er janvier prochain la CSG. C'est une indifférence à ce genre de classement ? La France va aussi baisser de 10 milliards sa pression fiscale en 2018, si on ne tient pas compte de la taxe exceptionnelle de 3% sur les dividendes. Si on ne tient pas compte de... oui, c'est toujours ainsi, on ne tient pas compte de... Moi, je pense que surtout, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a, entre guillemets, il y a les bons impôts et les mauvais impôts. Ouais. Dans notre budget, on réduit et on change surtout fortement la fiscalité de l'épargne. Et on pourrait y revenir, on change pour que justement l'épargne puisse financer de l'investissement. Ouais. On change aussi et on réforme toute la fiscalité sur le financement de la protection sociale. Puisque vous me parlez de la CSG qui augmente, mais vous oubliez de me dire qu'en parallèle, les charges sur les salaires vont diminuer et qu'on va financer enfin la protection sociale sur une base beaucoup plus large. Ouais. Donc ce n'est pas un scoop, nous savons que c'est un des sujets sur lesquels nous avons beaucoup de travail à faire. Mais peu de résultats pour l'instant. Depuis 6 mois, effectivement, nous sommes en train de voter le budget. Le budget n'est pas un moment de rupture absolue dans l'accumulation des déficits. Ce déficit va augmenter en 2018. Il diminue de 0,7. Je ne peux pas vous dire 83 milliards, non ? Vous parlez du déficit de l'État, oui, qui effectivement doit être conjugué avec celui de la sécurité sociale, celui des collectivités locales. Il faut le regarder par rapport au PIB. Mon objectif, je ne suis pas une comptable. Pourquoi ? Non, moi non plus. Moi, je suis juste intéressé à voir si les missions de l'État sont en train d'être revues. Alors, il y a plusieurs à l'aune choses. Du budget, c'est pas vraiment le cas. Il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. On a un objectif très clair. Baisser la dette publique de 5 points de PIB, baisser les dépenses de 3 points, baisser la fiscalité d'1 point de PIB, et donc à la fin baisser le déficit de 2 points pour qu'en 2022, on soit sous le 1% de déficit, entre 0 et 1%. C'est notre objectif. Mon objectif, c'est de rapporter la dépense publique à la croissance, à la production nationale. Ce qu'il faut surtout qu'on arrête, c'est de financer notre croissance par la dépense. Et bien sûr que rendre la dépense bien plus efficace, c'est faire payer aux Français moins d'impôts et leur fournir des services publics de qualité. Notre objectif avec CAP 22, la grande plan de transformation de l'action publique, c'est pas forcément de faire des coupes pour faire des coupes. Les 500 000 fonctionnaires dont nous parlait François Fillon, moi je suis ravie de comprendre comment il s'y prend. C'est sûr que pour vous, c'est la différence, c'est 1600 fonctionnaires de moins l'année prochaine. C'est 120 000 sur le quinquennat qui 1600 l'année prochaine, oui, on n'est pas dans le rythme. Hein. Mais parce que le rythme, c'est pas une question de rabot. Le rythme, c'est quels sont les services publics dont on a besoin, quelles sont les missions qu'on veut faire réaliser. Et ça, vous avez fait le tri ? Et donc on a commencé par la réforme du logement. On a ensuite continué par la réforme du travail. On est en train de regarder comment financer collectivités locales. Travail, logement, collectivités locales, ce sont les 3 postes de dépenses où la Commission européenne, depuis des années, nous dit vous dépensez plus pour pas assez de résultats. Oui. On commence par là. Ce sont des réformes très difficiles. Je peux vous dire qu'on y travaille de manière très approfondie. Et on va continuer. Vous avez entendu parler peut-être de l'audiovisuel public. Vous avez entendu parler également de ce qu'on veut faire dans la présence de l'État au niveau local. Des chantiers de long terme, mais... faisons le compte ensemble, les APL, les emplois aidés, l'armée, les collectivités locales, à chaque fois que vous avez eu un problème politique, y compris avec une partie de la majorité, il n'y a pas de problème avec la majorité. C'était lié à des tensions budgétaires, à des sujets de dépenses publiques. Est-ce que ça n'est pas parce que, au fond, Emmanuel Macron a négligé cet aspect-là de la réforme française ? Non mais attendez, je ne vais pas vous laisser dire ça. Nous sommes en train de mener dans le budget des réformes d'ampleur. Le logement, qu'est-ce qu'on dit ? On dit d'un côté, il faut qu'on arrête de financer l'aide au logement, il faut qu'on finance l'aide à la construction. Et donc on a quand même 1,5 milliard de moins d'APL, donc c'est-à-dire de choses qui transitent par les ménages pour financer les bailleurs sociaux. Et à côté, on met enfin des outils d'investissement disponibles aux bailleurs sociaux. C'est une réforme de structure. Sur le contrat aidé, c'est la même chose. On passe du contrat aidé à la formation professionnelle. Sur les collectivités locales, on dit qu'il y a 320 collectivités avec lesquelles il faut qu'on fasse des vraies économies, de la vraie contractualisation, que les gens soient responsables. Et puis, on essaye de faire des choses, vous voyez, qui sortent du rabot. Le rabot, ça a été fait pendant des années. Je ne parle pas de rabot, je vous demande si vous avez le sentiment que la majorité, et d'ailleurs la trace qui avait été donnée par Emmanuel Macron, sont suffisamment investis sur la baisse de la dépense publique. Je peux vous dire que la Commission des finances, on a ce cap-là très en tête. C'est pour ça que j'appelle à la réforme de la procédure budgétaire, pour qu'on ait plus de temps pour évaluer la dépense, pour regarder là où elle n'est pas efficace, là où elle coûte trop cher. On est une volonté très forte, parce que le but derrière, c'est que les Français, s'ils payent des impôts, ils doivent avoir des résultats. Mon objectif, ce n'est pas un objectif de chiffres.
Ouais. C'est si vous payez des impôts, vous devez voir les résultats. Si on investit dans l'éducation, il faut que nos enfants sachent lire, écrire, compter décemment et si possible avec une progression dans le temps. Ce serait mieux. Et le SMIC doit-il être réformé? L'indexation du SMIC, l'indexation automatique doit être modifiée. Alors, la ministre a dit que voilà, il y avait une réforme, une réflexion à conduire. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut qu'on assure un vrai plancher. Il est essentiel que le travail ait une valeur, qu'il n'y ait pas d'exploitation dans notre pays. Il faut aussi que le travail soit valorisé, c'est même au-delà du coût du travail, c'est comment on donne la valeur au travail. Et ensuite, la vraie réflexion à avoir, c'est ce qu'on a fait dans les ordonnances. C'est quelle est la latitude qu'on laisse aux salariés et à l'employeur d'avoir un vrai dialogue sur son salaire. Le problème du SMIC aujourd'hui... réforme de l'indexation automatique, oui. Je dis, c'est pas moi de prononcer là-dessus. Pour moi, mon principal sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on a 48% des Français dont le salaire dépend et dont l'augmentation des salaires dépend de ce qui est décidé dans un ministère à Paris. Ça ne va pas, puisque le but, c'est quand même que la valeur du travail, elle se définit entre le salarié et son employeur. C'est pour ça que le dialogue social au bon niveau, ça va avec. Donc un rapport, c'est un rapport. Le politique, nous allons nous en saisir. La réforme de l'indexation, c'est pas quelque chose que je vais vous annoncer ce matin. Non, maintenant, vous voyez bien que... Tout ça dessine une forme d'attractivité plus ou moins forte de la France. L'Europe est en train de signer avec la Grande-Bretagne quelque chose qui va ressembler au Brexit assez rapidement. Est-ce que la France, à votre avis, est suffisamment bien placée aujourd'hui pour attirer ce que les Britanniques vont rejeter? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'attractivité liée au Brexit. On a fait énormément de réformes sur le secteur financier, l'attractivité, la fiscalité des impatriés. Donc, beaucoup de niches fiscales, beaucoup de... Non, enfin, la quatrième tranche sur les salaires, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, est perçu. Que la France est besoin d'attirer. C'est bien de baisser les impôts pour attirer les gens qui viennent en France. Sur la partie Brexit, c'est assez spécifique. Sur l'attractivité en général, quand vous faites les ordonnances sur le travail, la réforme pour l'investissement, je répète, ce n'est pas une réforme pour les impôts qu'on fait vers la fiscalité, c'est pour l'investissement. Quand vous remettez le dialogue social au bon endroit, quand vous regardez comment les infrastructures sont financées, vous créez une attractivité qui n'est pas une attractivité juste, vous savez, vous sortez un drapeau et vous vous rendez joli pour la photo. Vous êtes en train de travailler sur ce qui nous rend compétitifs. Les Français, en les formant, vous les rendez compétitifs. En promouvant l'investissement, vous nous rendez compétitifs. La France, pourquoi vous avez en ce moment beaucoup d'entreprises qui viennent visiter pour voir si peut-être qu'elles reviendraient chez nous. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est pas, comme dirait le patron de Goldman Sachs, le menu est sympathique et la bonne nourriture. C'est que nous sommes un pays qui apporte des talents, des compétences et la capacité et peut-être un espoir de changement. Le Qatar vient de signer pour la France presque 12 milliards d'euros de contrats, SNCF, RATP, Nexter, Dassault. Le Qatar qui a un statut fiscal assez particulier en France, est-ce que ce statut fiscal qui lui donne beaucoup d'exemptions, par exemple sur les plus-values immobilières, doit être révisé? Je n'ai pas aujourd'hui travaillé en détail la position des exemptions liées au Qatar. Ce que je sais, c'est qu'il y a deux choses très fortes. Un, notre commerce extérieur doit être soutenu le plus fortement possible. Aujourd'hui, notre déficit du commerce extérieur, c'est le signe que notre compétitivité reste un sujet. Et en parallèle, sur les parties d'évasion, de fraude, et puis tout ce qui peut être lié à vous avez la fiscalité un peu avenante, qui est parfois extrêmement anti-compétitive vis-à-vis d'autres pays, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement transparent. Ce sont des sujets sur lesquels nous, la Commission des finances, allons demander probablement des clarifications. Donc vous allez regarder le sujet qatari? Je pense qu'on va le regarder. Émilie Cariou, dans notre commission, est extrêmement pointue sur tout ce qui est fiscalité internationale. Et je pense que c'est un sujet sur lequel, effectivement, on sera amené à se pencher. Et peut-être de la fiscalité à augmenter et à rapporter à la France. La fiscalité, je vous dis, c'est un outil. Il faut qu'il soit en face d'objectifs qui sont atteints. Si c'est pour mettre des milliards et pas avoir les résultats, c'est là que se posent les problèmes. Un peu de politique. L'UDI et le Parti radical annoncent ce matin qu'ils ne travailleront plus, en tout cas en tant que parti, avec les Républicains si c'est Laurent Wauquiez qui l'emporte. Est-ce que c'est une chance pour La République En Marche de se rapprocher du centre? Moi, je m'intéresse assez peu aux relations des partis avec les uns avec les autres. Je regarde ce qui se passe dans l'hémicycle. L'UDI fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Constructifs, qui pour moitié a voté le budget, qui pour moitié a voté le budget, la sécurité sociale. Si, je crois que Jean-Christophe Lagarde a voté des choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont dans une démarche qui est, comme leur nom l'indique, constructive. Ils nous aident sur certains textes à avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin. Merci.